Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, des jeunes ruraux s'engagent pour un avenir durable. Et enfin, dans l'actualité internationale, un appel trilatéral pour la justice et la paix en Palestine. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de l'Inde, Madame Droupadi Murmu, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Je forme des vœux de succès et de réussite à vous, Madame la Présidente, ainsi que ceux davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami de l'Inde, a écrit le président Guélé dans le message envoyé à Madame Murmu. La célébration de la fête nationale offre autant plus d'une occasion propice à l'indienne pour manifester sa fierté et qu'elle a depuis longtemps accédé à un développement durable, irréversible, a écrit le président Guélé. Soyez sûre, Madame la Présidente, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a-t-il poursuivi, réitérant ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple ami de l'Inde. Autre actualité dans ce 22 heures, je vous le disais, le lancement de la dernière étape de la formation en économie verte a eu lieu dimanche au sein du centre de développement communautaire de la localité de Guigolu en faveur de 40 jeunes ruraux issus des localités de Guigolu, d'Efenaitou et Adaïlou. C'est à la tête d'une forte délégation composée de la conseillère technique, Mme Aslim Ahmed, accompagnée de la directrice de l'insertion sociale et du volontariat, du directeur de région, ainsi que du directeur de l'insertion économique et du ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui sont rendus sur le lieu pour ouvrir ces travaux, cette formation qui va s'étaler du 13 au 16 août. L'objectif principal de cette formation consiste à donner aux jeunes filles et garçons bénéficiaires de cette formation les compétences et outils nécessaires pour devenir des agents actifs du changement dans leurs collectivités respectives, ici en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de la Culture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Eau et des Ressources halieutiques. Cette initiation au domaine de l'économie verte aidera les jeunes ruraux et de l'ensemble de ces localités à adopter une approche responsable et consciente de la protection de l'environnement, tout en intégrant les nouvelles perspectives de l'emploi et du développement durable et de la diversification de l'économie. Rappelons que cette initiative a été menée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture afin de clore les activités estivales lancées au début du mois de juin. Cette formation pour les jeunes sur l'économie verte, les versants de Wirima ont une potentialité reconnue pour l'agriculture. Aujourd'hui, venir former nos jeunes dans leur localité, les sensibiliser, les former à l'agriculture est une très bonne chose. À Djibouti, l'agriculture est possible. Hein. Comme j'ai dit souvent, bien sûr, il faut de l'eau, mais il est possible d'en vivre de l'agriculture. Aujourd'hui, venir former nos jeunes, sensibiliser à la préservation de leur environnement, mais également à travailler la terre pour en faire leur métier est une très bonne chose. Eh bien, voici les propos de la conseillère technique, Mme Aslim Mohamed, lors du changement de la dernière étape de la formation en économie verte. On est à Guilori pour vous accompagner et vous annoncer la formation en faveur des jeunes dans l'économie verte. À savoir que précédemment, nous avons entrepris cette formation dans l'économie verte et l'investissement dans nos patrimoines au niveau agricole et maritime. Nous l'avons déjà fait à Addis-Abeba en juillet. Aujourd'hui, on est à Guilori et nous sommes accompagnés dans cette démarche par le ministère du Développement durable et le ministère de l'Agriculture. À cet effet, des ingénieurs agronomes sont là, des experts qui connaissent l'environnement, le développement durable, comment cultiver nos terres et comment l'exploiter à bon escient sont avec nous. Ils vous apprendront des méthodes assez enrichissantes, modernes et respectueuses de l'environnement. Je déclare ouvert les travaux de formation de l'économie verte de la région du Nord de Wirima. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe qui était sur place. Aujourd'hui, on nous a rassemblés de 3 localités. Il s'agit de Dafinatou, de Girori et d'Adaïlou. Donc, les jeunes majoritairement ont profité de cette formation. On trouve que cette formation est
est utile parce que nous, nos parents étaient des éleveurs. Donc, maintenant, il y a eu la transformation, on s'est transformé en agriculteur. Donc, on ne connaît rien sur l'agriculture. Mais maintenant, lorsqu'on nous apprend sur l'agriculture, comment cultiver, comment exploiter la terre. Aujourd'hui, on a participé à l'information organisée par le ministre de la Jeunesse en collaborant avec le ministre de l'Agriculture. Cette formation pertinente car il s'agit de conscience des jeunes et de l'importance de l'agriculture, de protection et de l'environnement. Autre actualité nationale, une soirée de célébration de fin de formation de 14 jours sur une formation sur les techniques de l'art théâtral a été clôturée hier soir aux Salines, auquel ont participé des jeunes de Djibouti et de la Somalie. Ces jeunes étaient composés de 12 Djiboutiens et 10 Somaliens qui ont eu l'opportunité d'acquérir des compétences précieuses de développement de leur compréhension du théâtre, tant qu'il est outil puissant d'expression culturelle. La cérémonie a vu la participation du directeur général de la NPC, M. Mohamed Hussein, de Halé, du responsable marketing du théâtre national de Mogadiscio, M. Abdelrahman Mohamed, et les experts en l'art théâtral, M. Amin Nassouri et M. Tarek Robhi. La formation a été dispensée par des formateurs professionnels marocains, des renommés dans le domaine du théâtral qui apporteront leur expertise et leur savoir-faire aux participants. Ensuite, les jeunes apprenants ont présenté des pièces de théâtre préparées avec des danses et chants pour clore la soirée, ainsi pour clôturer la soirée avec des remises, certificats pour les jeunes participants. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir la réaction plutôt du directeur général de l'ANPC, M. Mohamed Hussein de Halé. Écoutons-le. Je suis honoré de participer à cet événement marquant qui illustre la valeur de la coopération et éducation artistique. Cette formation, fruit de la collaboration entre l'ANPC, l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'autorité arabe du théâtre de Sharika, Émirats arabes unis, et le théâtre national de Mogadiscio, incarne notre engagement à favoriser le développement des arts de la scène. Ici, ce soir, vous avez vu une pièce. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux partenaires qui ont rendu cette initiative possible, ainsi qu'envers le formateur et les participants pour le dévouement et leur enthousiasme. Au cours de 2 dernières semaines, les stagiaires ont eu l'opportunité d'explorer les aspects fondamentaux de l'art théâtral, d'acquérir des compétences techniques essentielles et de nourrir leur passion pour l'expression artistique. Pour ceux qui savent, je suis convaincu que cette formation laisserait une empreinte durable dans leur parcours créatif, contribuant ainsi à l'enrichissement de notre paysage culturel. Pour faire court, enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, beaucoup de responsables de la MPC, des équipes administratives, aux bénévoles en passant par les institutions partenaires régionales et internationales. Votre dévouement a été essentiel pour le succès de cette initiative. C'est une première initiative. Suivra, puisque Djibouti a été désigné depuis cette formation par l'autorité arabe, centre de formation pour plusieurs pays pour apprendre le théâtre ici à Djibouti. Autre thème dans ce journal, nous parlerons d'économie. Depuis l'ouverture de la première banque islamique de Djibouti en 2006, le financement islamique a connu une évolution remarquable, d'autant plus que la Banque centrale de Djibouti a soutenu et a développé le fonctionnement de ces établissements bancaires par des réformes multiples du cadre juridique et réglementaire et le renforcement des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour préserver la sûreté et la sécurité de notre pays. C'est un magazine de la rédaction. Afin de répondre à la volonté de la société de trouver des canaux de transactions bancaires en dehors de l'utilisation des taux d'intérêt, la République de Djibouti, à l'initiative du président de la République Ismaël Omar Guelleh, a ouvert les portes aux banques islamiques qui ont commencé depuis 2006 à fournir des services bancaires d'investissement en vertu de la charia. En effet, la finance islamique qui est conforme aux dispositions de la charia lie la manière d'obtenir et d'utiliser des fonds, tandis que les
financement traditionnels sont séparés et les contrats de financement islamique lient entre eux les sources d'accès à l'argent et le suivi de leur utilisation et de leur emploi et de leur investissement. C'est dans un contexte de crise mondiale, sanitaire et économique qui a fait des millions de victimes de l'extrême pauvreté, le financement social islamique a offert la possibilité d'apporter un soutien urgent à la lutte contre la pauvreté et à la relance économique, à la lutte contre la pandémie, notamment de la Covid-19, ainsi qu'à la promotion du développement durable. Selon le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, les actifs gérés par la finance islamique, qui est évalué à près de 200 milliards de dollars américains en 2001 et dépasse actuellement les 300 milliards de dollars américains. Les actifs gérés par la finance islamique, évalués à près de 200 milliards en 2001, dépassent aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars. L'industrie mondiale des services financiers islamiques a fait preuve de résilience face à la pandémie du Covid et en termes de rentabilité, ces rendements se sont améliorés en 2021, dépassant leur niveau d'avant la pandémie. Son succès, la finance islamique le doit à ses fondements mêmes et à ses principes de fonctionnement puisés dans la charia qui la mettent à l'abri de chocs et de crises. En outre, son lien fort avec l'économie réelle et le caractère compétitif des banques islamiques et de leurs produits financiers innovants explique les performances remarquables de l'industrie financière islamique. En reconnaissance du rôle premier joué par les banques islamiques à Djibouti, à savoir la Sabah African Bank, Salam African Bank ainsi que l'East African Bank, où le premier reçut le prix Commerce international dans les banques islamiques, deuxième remporté par le prix de développement du capital humain dans les institutions financières et islamiques et le troisième prix de financement des PME. Cela a été fait au cours de la cérémonie internationale des prix de la finance islamique JIVA lors de sa 12e session qui s'est tenue au Kempinski Palace Hotel sous le haut patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh en septembre 2022. L'une des formules les plus connues de la finance islamique, la Mubaraha, qui est l'un des produits des banques islamiques, a été adoptée comme une alternative au système d'intérêt et contribue de manière efficace à la promotion de la société et à l'établissement de projets d'investissement et de développement compatibles avec le principe de l'universalité des opérations bancaire. Le responsable de Sabah African Bank à Djibouti nous explique la marche de la finance islamique à Djibouti et des progrès qu'elle a réalisés depuis plus d'une décennie et demie. Le directeur du département de finances locales et des investissements de la Sabah Africa Bank, M. Amin Abdallah, a déclaré que la finance islamique signifie fournir des services financiers conformément à la loi islamique et à ses principes et règles. Sinon que la banque islamique est complètement différente de la banque traditionnelle à plusieurs égards. Il a affirmé que la banque traditionnelle emprunte principalement à des taux d'intérêt prédéfinis, contrairement aux banques islamiques. D'autre part, M. Amin Abdallah a souligné que la Murhaba est la formule prédominante dans la plupart des banques islamiques, en raison de sa facilité des conditions où la banque achète la marchandise dont le client a besoin à sa source et la revend ensuite au client, à condition qu'il paie les montants dus à plusieurs versements dans un délai déterminé. Bien que la demande importe pour la finance islamique, il faut intensifier la sensibilisation sur les produits de la finance islamique pour suivre le rythme de leur croissance sur les marchés et pour faire face au manque de sensibilisation des individus caractéristiques de ces produits islamiques. Direction le Nord, où le village de Sagalou a procédé hier à la clôture de ses activités sportives. Un final haute classe qui opposait l'équipe de Sagalou à celle de Doloul, qui a été organisée devant un public qui est massivement mobilisé pour soutenir leurs formations respectives. Durant les temps réglementaires, les deux équipes ont offert un spectacle de haut niveau démontrant leur talent et leur détermination tout au long du match sur le terrain des Palmiers de Sagalou. Finalement, c'est l'équipe de Doloul qui a remporté la victoire avec un score de 1-0 après un match très serré malgré une nette domination en seconde période de l'équipe de Sagalou. Le tournoi a été une véritable réussite, offrant aux jeunes de la région une opportunité de pratiquer leur sport préféré et de promouvoir la camaraderie, l'esprit sportif. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la participation et au soutien massif de la communauté locale.
Cette clôture marque la fin des Jeux d'été qui restera gravé dans les mémoires des participants et des spectateurs, a-t-il dit un des sages du village à la fin de la cérémonie, et aussi ajouté que les jeunes joueurs ont acquis de l'expérience et ont pu se mesurer à des équipes des différentes localités, renforçant ainsi leur passion pour le sport et le développement personnel. L'association sportive des jeunes de Sagalou, très satisfaite de la réussite de cette deuxième édition des Jeux d'été, ont exprimé leur intention de continuer à organiser davantage de tels événements sportifs dans le futur avec leur premier partenaire, qui est le secrétaire d'État des sports, afin de promouvoir le sport et au sein de la communauté. On reste toujours dans le nord et plus précisément la sous-préfecture de Adaïlou qui a organisé cette année la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié. Un événement phare qui fait la fierté des habitants d'Adaïlou à l'initiative de l'ONG EVA. Cet événement est soutenu par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Un reportage de Ahmed Ahmed réalisé par Adna Alaïta. Adaïlou, sous-préfecture de Tadjoura, de par son évolution dans le temps et son histoire unique en son genre, connaît un développement fulgurant. Sa population, de plus en plus nombreuse, surtout durant les périodes estivales, participe activement à ce processus. Parmi ces nombreuses activités organisées cette année en faveur de la jeunesse ici de Adaïlou, cette dernière va accueillir très prochainement la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié. La suite dans cette séquence. Adaïlou, l'une des préfectures de la région de Tadjoura, est connue pour être le berceau de toute une civilisation, d'où le sobriquet qui lui est prêté, et à juste titre, capitale du Grand Wérima. Le village d'Adaïlou est situé à environ 63 km de la ville de Tadjoura. Le nombre de ses habitants varie entre 4500 et 5000 personnes selon les saisons. Tout son territoire jouit d'un environnement naturel qui est propice à l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Le village d'Adaïlou jouit de toutes les infrastructures de base propices au développement socio-économique du village, comme un lycée général jumelé au collège d'enseignement moyen, un centre de soins, un centre de développement communautaire et plusieurs autres structures sociales et associatives. Durant les saisons estivales, le village d'Adaïlou est appelé à s'étendre avec une population qui double à vue d'œil. Durant ces saisons, la sous-préfecture organise plusieurs événements, le plus souvent d'ordre sportif, pour occuper les jeunes du village et les vacanciers venus respirer l'air frais du village et profiter de ses jardins verdoyants. Mais l'un des événements phares organisés par les jeunes d'Adaïlou sous la bannière de l'ONG EVA est le tournoi interrégional d'amitié qui souffle cette année sa 11e bougie. Avec à sa tête son président Ahmed Mohamed Ali, ce tournoi voit chaque année la participation des jeunes issus des 5 régions de l'intérieur. Dans cette aventure, l'ONG EVA est soutenue par le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cet important événement. Jusqu'au 19 août prochain, Adaïlou sera la capitale des sports d'été et les responsables de l'ONG et les habitants du village se préparent d'ores et déjà à accueillir des centaines de jeunes sportifs des 5 régions ainsi que plusieurs autres invités de marque et supporters. Ismaël Mohamed Ali a rappelé dans cette interview que toutes les conditions étaient réunies pour faire de cet événement une réussite. Les structures d'accueil, d'hébergement et des rencontres étaient prêtes à accueillir ces centaines de jeunes qui vont profiter de leurs frais d'Adaïlou. Il a remercié tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. De son côté, un habitant du village, Mohamed Ahmed Ibrahim, nous a confié qu'il était fier et honoré d'accueillir ses compatriotes des autres régions et que tout le village était mobilisé pour faire de leur séjour un souvenir inoubliable. Les différentes délégations des jeunes des régions seront à Adaïlou aujourd'hui en début de soirée et seront accueillis par les responsables de l'ONG et les responsables du village et du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Un événement qui permettra à ces jeunes de se connaître, de s'épanouir et de profiter des quelques jours restants avant la rentrée scolaire. Des rencontres et échanges importants et significatifs pour le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le LANA est en tournée audit et d'inspection des usines de production d'eau minérale et des entrepôts et boutiques dans les 5 régions de l'intérieur. C'est ainsi que la tournée a commencé hier dans la région d'Arta en collaboration avec la préfecture et des éléments de la gendarmerie qui ont pu contrôler les différents points de vente des denrées alimentaires, à savoir les grands entrepôts, les boutiques, les détaillants des produits alimentaires. À cet effet, plusieurs
infractions liées à l'entreposage, la conservation et à la date de péremption ont été constatées par les contrôleurs sanitaires du laboratoire. L'ensemble de ces produits alimentaires périmés et impropres à la consommation ont été saisis et détruits selon la réglementation sanitaire en vigueur. En outre, la brigade mobile de l'ANA a pu contrôler les infrastructures et les équipements ainsi que le processus de fabrication au sein de l'usine Sodicamp qui a produit l'eau minérale dénommée Bio. Cette opération a permis à la brigade mobile de l'ANA de se focaliser sur l'hygiène au niveau de toutes les étapes de la chaîne de production d'eau embouteillée, à commencer par le captage de l'eau de forage jusqu'à l'étape de conditionnement et de remplissage des bouteilles. De même, le système documentaire ainsi que le système de traçabilité de l'usine. Enfin, la mission de l'ANA consiste à assurer toutes les mesures de sécurité et d'hygiène appropriées sur tous les points de vente des denrées alimentaires pour protéger la santé des consommateurs. Eh bien, le responsable de l'usine Bio, M. Guir Aye, a d'emblée rappelé que la brigade mobile sanitaire de l'ANA a visité l'usine Sodicamp qui a produit l'eau minérale dénommée Bio. Il a souligné que l'ANA effectue régulièrement les visites d'inspection qui ont une parfaite collaboration. Enfin, il a remercié l'équipe de la brigade mobile sanitaire de l'ANA pour leurs conseils et expertise en matière d'hygiène et de la production d'eau embouteillée. De son côté, le chef des services du contrôle sanitaire de la brigade mobile l'ANA, M. Hussein Ibrahim Hamadou, a souligné que la direction de l'ANA lance ces genres d'opérations de contrôle sanitaire des aliments dans les 5 régions de l'intérieur. Il a précisé que cette inspection s'inscrit dans le cadre des programmes de formation et d'accompagnement des professionnels du domaine agroalimentaire. Il a rappelé que durant cette inspection, la brigade mobile sanitaire l'ANA a inspecté les points de vente et l'usine Sodicamp qui produit l'eau minérale dénommée Bio. Fait divers à présent, une collision d'une rare violence entre 2 camions au poids lourd s'est produite hier peu avant 21h sur la bretelle d'Oralé après la société Golden Africa. En effet, un camion poids lourd en excès de vitesse voulant effectuer une manœuvre de dépassement a dévié sur la voie inverse en franchissant le terre-plein central avant de percuter de plein fouet un autre camion venant du sens inverse. Ce choc brutal a causé le décès de ce conducteur sur le champ. Aussitôt, un moyen humain et matériel important de l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie a été mobilisé sur les lieux. La circulation a été bloquée et une déviation de sécurité a été mise en place. Plusieurs véhicules de secours spatiaux de la Direction nationale de la protection civile sont également intervenus pour désinsérer l'automobiliste décédé qui avait été bloqué dans la cabine de son véhicule. La grue élévatrice de la gendarmerie nationale a enlevé les carcasses des camions accidentés de la chaussée qui a été ouverte de la circulation après 4 heures d'intervention. Quant au conducteur du 2e camion, il a été évacué vers les urgences médicales. Encore une fois, la vitesse excessive et les manœuvres dangereuses ont causé des pertes humaines sur cette chaussée. Plus de vigilance et le respect strict des dispositions du code de la route sont donc de mise pour limiter au mieux le risque d'accident. Et enfin, toujours dans le fait divers, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande de brigade de la douane d'Ali Sebia, en collaboration avec les éléments de la brigade de la gendarmerie d'Ali Sebia, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville d'Ali Sebia une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie dernièrement à cette occasion était composée de 27 colis de 4, dont le poids total a été estimé à 2300 kg de 4. De cartons de cigarettes, marque Royal, les importations dont l'État ne perçoit aucune taxe. D'ailleurs, ce sont ces produits transportés par des trafiquants sans scrupules qui contournent souvent les postes frontalières partout sur le territoire national et cela représente une menace réelle pour l'économie de ces services de notre pays et du fondement étatique, a-t-il déclaré le chef des services, le chef des brigades de la douane d'Ali Sebia, M. Mohamed Egatourab. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de brigade de la douane d'Ali Sebia, M. Mohamed Egatourab. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi les dirigeants jordaniens, palestiniens dans la ville égyptienne Al-Alamiya, au nord du pays, dans un contexte marqué par des spéculations sur une possible normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Le président al-Sisi a d'abord rencontré le roi Abdallah II de Jordanie avant de conduire une réunion tripartite incluant le président palestinien Mahmoud Abbas.
Les trois dirigeants ont évoqué l'évolution de la question palestinienne, appelé à la fin de l'occupation israélienne et retiré leur soutien à une solution à 2 États avec Jérusalem Est comme capitale. Un État palestinien souverain et indépendant, selon une source palestinienne. Ce sommet visera surtout à discuter des exigences de l'autorité palestinienne dans le cadre de la signature d'un accord normalisant des relations entre l'Arabie saoudite et Israël sous l'égide des États-Unis. L'Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël. Riyad a déclaré à plusieurs reprises qu'il en tenait à la position de la Ligue arabe à veiller de plusieurs décennies qui consiste à ne pas établir des liens officiels avec Israël tant que le conflit avec les Palestiniens n'est pas résolu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.